Khalid, je voudrais, au nom de toutes les startups, te remercier pour ton temps et ton engagement. On sait que tu es extrêmement occupé, voilà, et tes minutes sont comptées aujourd'hui. Donc, sans tarder, voilà, on te donne la main, voilà, pour faire ton atelier sur l'impression 3D et IoT. Merci Mehdi. J'essaie juste de... Donc, j'ai la possibilité de partager mon écran, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, tu peux partager ton. Très bien. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. La session d'aujourd'hui s'articulera autour du prototypage de produits hardware en Internet des objets et bien sûr inclura l'aspect de l'utilisation du Tech Lab que la Factory a mis en place. Donc, euh, pour le Tech Lab de la Factory, comme pour ceux qui l'ont visité d'entre vous, vous aurez remarqué que vous avez accès quand même à pas mal de matériel qu'il vous faudra pour pouvoir créer le, le prototype de votre innovation et carrément voir un minimum viable product. Et la première étape dans ce process, c'est donc le design. Vous avez une station de design donc, qui est munie d'une station de travail pour créer les modèles 3D, des boîtiers et des circuits électroniques. Donc, bien sûr, c'est deux process différents. J'essaierai un petit peu d'aller plus dans le détail. Donc, pour les boîtiers, c'est ce que vous allez imprimer en imprimant 3D. Vous aurez le devoir ou la possibilité de créer un boîtier. Bien sûr, quand on parle de boîtier, il faudrait savoir que c'est pas n'importe quel design 3D, c'est un design qui devrait respecter un certain nombre je dirais, de spécifications. Ces spécifications-là vous permettent d'insérer votre circuit électronique par la suite, de le sécuriser en place, de faire en sorte que si vous avez par exemple double layer, ce qu'on appelle un double layer, ça veut dire deux circuits électroniques distincts, comme ce que vous trouverez à l'intérieur d'un smartphone par exemple, dans votre produit, de faire une séparation pour qu'il n'y ait pas de masse électronique, etc. Donc, c'est vraiment tout un process pour pouvoir comprendre comment mettre en place un boîtier. Ça, c'est les contraintes qui sont par rapport à l'intérieur du boîtier, ça veut dire au circuit. Mais il y aura aussi les contraintes apparentes à l'extérieur du produit, ça veut dire l'environnement dans lequel votre produit va être. Notamment, la taille va dépendre en fait de son utilisation. Je vous donne quelques exemples. Si vous êtes, si on parle d'une machine qui va être dans une usine, par exemple, et que voilà, on a l'espace qu'il faut dans un hangar ou dans une usine à grande taille. Donc là, vous aurez qu'à vous soucier ou vous soucier au maximum de ce qui se passe à l'intérieur, de minimiser les chevauchements et de faire du boîtier le plus dur possible en matière donc, de durée de vie, si on peut dire, etc. Vu que vous n'avez pas de restriction de taille. L'exemple de SOS Santé, où
on doit mettre le boîtier dans l'allume-cigare, bah, en fait, pour le mettre dans l'allume-cigare, il y a déjà des restrictions de taille. Et donc, il faut faire du reverse engineering, ça veut dire il faut nous dire, ça c'est déjà la taille qu'on peut faire, qu'on peut avoir, et il faudrait qu'on mette et notre boîtier et le circuit à l'intérieur dans la limite de cette taille-là. Et donc, c'est dans ce souci-là que vous allez devoir designer votre boîtier. Alors, en ce qui concerne l'aspect circuit électronique, vous allez pouvoir le designer aussi sur un ordinateur. Là encore, par la suite, vous aurez donc un certain nombre de ressources que nous aurions partagées avec vous pour pouvoir apprendre comment faire pour les circuits électroniques. Vu qu'il y a plusieurs méthodologies donc pour vous permettre justement de faire le circuit vous-même à la place de l'envoyer à un producteur de circuit. Et cela vous permettra aussi de comprendre un petit peu comment donc les composantes électroniques se positionnent. Là encore, bien sûr, après le design initial que vous aurez fait avec votre compréhension du produit, comment il devrait se faire, il va falloir que on ait une personne qui est un spécialiste de mécatronique qui qui va rechecker le design pour vérifier qu'il n'y a pas d'indication contraire aux best practices un petit peu de la mise en place des composantes, de la distance entre certaines composantes, les condensateurs, les switches, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez spécifiques et qui ne pourraient pas être faites par un non-professionnel. Là encore, quand je dis cela, c'est surtout quand vous allez passer à la production à grande échelle. Vous pouvez très bien utiliser des prototypes. Il y en a qui vont griller, pour qu'on soit clair. Si vous faites des erreurs, c'est normal, quand c'est votre premier produit, mais c'est un petit peu le fun dans l'aspect de prototypage. Et vous allez apprendre en chemin faisant. Alors, donc là encore, pour les détails de spécification, vous pourrez les voir directement sur les machines. C'est des machines de haute puissance qui, justement, vous permettent, avec une bonne carte graphique et un excellent processeur. Donc, ça va vous permettre d'avancer sur votre design de façon très relaxé. Généralement, pour le design, vous avez donc le design. Par exemple, sur Adobe, vous allez designer peut-être votre logo ou l'habillement de votre de votre prototype 3D. Mais vous aurez aussi la possibilité de faire des designs 3D grâce à donc pas mal d'outils que là encore on partagerait avec vous par la suite de design 3D qui sont spécifiquement faits pour des machines 3D. Cela encore, là, vous donne un petit exemple d'outil qui est gratuit, qui s'appelle FreeCAD. Et là, c'était un petit exemple, en fait, de tutoriel pour avancer sur FreeCAD. Vous aurez la possibilité d'accéder à cette présentation par la suite pour pouvoir le suivre. Très bien. Maintenant, passé l'étape de prototypage,
nous irons à donc, passer à la partie design. Nous allons donc au prototypage. Alors, donc le prototype, et là encore, on parle spécifiquement de l'aspect circuit, vu que le boîtier, bien sûr, on verra qu'on va l'imprimer grâce à l'imprimante 3D. Mais en ce qui concerne le circuit, généralement, quand on va faire un prototype, il nous faut donc, oui, vous m'excuserez. Très bien. Donc, ce prototype va inclure généralement un centre d'intelligence. Et quand je dis un centre d'intelligence, généralement, quand on fait du prototypage et que c'est notre première fois et qu'on ne sait pas à quel point on devrait avoir de processing power, on va se baser sur un Arduino quand on a des choses basiques à faire et un Raspberry Pi quand on a des choses qui sont un peu plus complexes et qui nécessitent un peu plus de processing. Mais là encore, c'est le premier prototype. Pourquoi? Tout simplement parce que généralement, ou dans la majorité des cas d'utilisation, à part l'utilisation dans des environnements qui sont de grands espaces, faire un produit avec de l'Arduino ou du Raspberry Pi est difficile à mettre dans donc des dimensions qui sont petites. À part, bien sûr, là encore, on va aller plus dans le détail par la suite pour aller voir les nano Arduino, etc., qui peuvent vous permettre justement d'aller plus petit. Et là où vous devrez vous charger un petit peu de l'aspect énergétique, donc comment on va power ce prototype, vu que les deux sont quand même assez consommateurs d'énergie à différents niveaux. Bien sûr, le Raspberry Pi consomme un peu plus, vu que son processeur est plus performant. Donc, comme vous avez vu, j'ai différencié un petit peu les deux, donc microcontrôleur pour l'Arduino et processeur pour Raspberry Pi. Donc, un microcontrôleur peut faire un certain nombre de directives. C'est quand on va le programmer, c'est de la programmation très bas niveau, qui est des instructions unitaires généralement qu'on peut faire et qui interagit généralement avec des sensors ou avec des LED ou avec des éléments sonores. Donc, ça fait des choses qui sont un peu basiques, comme prendre l'information de ce sensor et l'envoyer à adresse telle par la carte ou la composante 4G qui est branchée sur l'Arduino. Là, je vous donne encore un exemple. Un Raspberry Pi est différent. Donc, un Raspberry Pi, c'est quasiment un PC. Donc, si vous branchez des circuits intégrés sur un Raspberry Pi, donc le Raspberry Pi pourrait faire le processing carrément des données qui viennent des sensors, en faire une agrégation et sortir une interface de visualisation qu'on pourrait brancher un moniteur directement sur Raspberry Pi et avoir donc ce moyen de visualisation. Voyez-le comme si vous disiez, j'ai le bas niveau qui reçoit les données du sensor, qui les processe, et j'ai sur le top de ça un software de visualisation qui est branché à un écran et qui permet de faire des manipulations. Donc, c'est le type de prototype qu'on peut avoir grâce au Raspberry Pi. Pour les deux, pour le Raspberry Pi, c'est encore plus simple. Vous installez Unix dessus et vous pouvez directement procéder aux manipulations en le branchant à un écran et à un clavier.
Et pour l'Arduino, vous avez un logiciel ou un framework de programmation qui est dédié pour rentrer donc, les instructions et que vous pourrez découvrir par la suite. En ce qui concerne enfin, là encore, c'est pour les deux. Vous avez 3 catégories généralement de modules électroniques. Vous pourrez en avoir plus, hein, mais les plus utilisés, en tout cas ceux que j'ai utilisés le plus, c'est 3 catégories. Donc les modules sensoriels, ça veut dire les modules qui relèvent de l'information de l'environnement, c'est comme détection d'humidité, d'accélération, de rotation, de luminosité, de son, etc. Vous avez les modules de communication, Wi-Fi, GSM, Bluetooth, infrarouge, etc. Et vous avez les modules de contrôle qui sont les intérieurs, les joysticks, les boutons. Les caméras, ça rentre aussi dans les modules sensoriels. Donc, voilà, ça c'est un petit peu les catégories de sensors ou de modules plutôt électroniques que vous pourrez brancher sur donc votre microcontrôleur ou votre processeur, et vous pourrez avoir aussi donc, des écrans un peu plus basiques qui affichent des lettres, etc. pour l'Arduino, et vous pouvez avoir carrément des écrans du type donc ça ressemble un petit peu à un écran de smartphone ou un écran de machin pour le Raspberry Pi. Et donc, ça vous permet d'afficher soit les résultats, soit les relevés de données sensorielles ou de congrégation de données. Alors, comme vous voyez, là, c'est vraiment le prototype sur breadboard, très, très basique. Donc, alors, comme je disais tout à l'heure, donc vous avez la possibilité d'avoir un afficheur LED de base ou un mini-écran entre le microcontrôleur et le microprocesseur. Et ces modules-là, pour le premier prototype de test, ils vont être reliés par des fils conducteurs sur un breadboard, donc, où il ne faut pas oublier de mettre bien sûr des résistances entre les composantes consommatrices d'énergie, et il faut faire attention à donc, ne pas les griller. Là encore, vous avez donc un tutoriel sur le prototypage en Arduino que vous allez retrouver donc, dans cette présentation par la suite. Alors, on a parlé du prototype donc, de façon très basique. Ça veut dire c'est la première étape pour prouver que ce que vous êtes en train de réfléchir dans votre tête, ben, ça fonctionne. Et pour connaître ou pour vous assurer que tous les éléments, toutes les pièces, toutes les composantes qui sont nécessaires pour vous donner le résultat que vous souhaitez et que vous puissiez justement avoir le résultat que vous souhaitez sans que vous y ayez réfléchi. Parce que croyez-moi, on oublie en fait des choses. Généralement, quand on pense au prototypage, on pense aux éléments les plus importants, et des fois, quand on va le mettre sur circuit, on va se rendre compte que on a oublié module de communication, on a oublié module de contrôle. Donc, c'est pour cela que le prototypage est important pour vous donner une preuve de concept sur donc la validation du fonctionnement de votre innovation. Et ça vous permet aussi, dès que votre prototype en fait il fonctionne, bah, à ce moment-là, vous avez la liste donc des composantes que vous allez pouvoir intégrer sur
sur le circuit imprimé, le circuit intégré que vous allez faire donc par la suite, soit par donc une machine d'impression de circuit, soit par une machine de drilling de circuit, ou carrément donc le designer sur PC et l'envoyer à donc un imprimeur de circuit qui va vous donner donc le circuit qui est déjà pris. Et cette étape-là, justement, de passer de ce prototype avec un breadboard, avec des fils, à donc un minimum viable product, ce qu'on va appeler, qui est un circuit intégré à l'intérieur d'un boîtier en plastique ou en métal ou en comment on va l'appeler, ou en résine plastique ou autre, c'est l'aspect minimum viable product. Donc, vous avez la preuve de concept et votre prototype marche, donc il est temps de faire un MVP. Donc, généralement, les deux composantes, comme je l'ai dit et répété, d'un MVP, c'est un circuit électronique et un boîtier. Donc, comme vous voyez sur la clé de voiture. Donc, le circuit imprimé ou le PCB, j'imagine que vous aurez entendu parler de cette terminologie-là, nécessite premièrement un travail de design de circuit sur un des outils logiciels le permettant. On a vu, bien sûr, donc il y a Fido 4G ou Germ, qui sont des options open source. Là encore, toutes les options que j'ai mentionnées sur cette présentation, hormis donc la suite Adobe, sont des options qui sont open source et qui sont gratuites à l'utilisation. Vous pouvez trouver aussi des versions qui sont payantes et qui sont plus faciles à manipuler, mais là encore, c'est le choix que donc un entrepreneur doit faire tous les jours. C'est est-ce que je paye pour avoir la facilité ou est-ce que… et vous pouvez trouver bien sûr des options open source qui sont très très bien et que vous pouvez manipuler, mais généralement sont plus complexes à gérer. Et par la suite, donc, comme je disais, soit vous envoyez le résultat de ce que vous avez fait sur Fido 4G ou Germ, donc qui est le design du PCB, à l'imprimerie de circuit, ou vous pouvez le faire vous-même avec un CNC, une fraiseuse, sur des planches cuivrées, ou avec donc, un imprimeur de circuit avec donc un liquide argenté. Donc, donc on a essayé d'avoir au Tech Lab, malheureusement, le confinement a bloqué les choses, mais que vous aurez, Inch'Allah, bientôt. Là, c'est donc avec l'impression de PCB avec une fraiseuse, ça veut dire sur un circuit donc cuivré. Et donc les logiciels utilisés sont Isis Proteus et Ares. Isis Proteus, c'est un logiciel payant donc qui permet justement de faire des circuits imprimés. Alors, pour la modélisation du boîtier 3D, comme j'avais expliqué tout à l'heure un peu, ça se fait sur donc, un logiciel de modélisation 3D. N'oubliez pas que là encore, je vous donne quelques, je dirais, best practice, où c'est là où moi je m'étais gouré quand je faisais mes propres modèles. C'est essayez n'oubliez pas de laisser un petit peu d'espace pour des isolateurs de choc si votre MVP ou si votre produit va trop bouger. Essayez de laisser un petit peu d'espace pour du faux isolateur de choc. Deuxième chose, pour votre prototype,
surtout le prototype que vous allez rouvrir et fermer souvent. Si vous allez mettre des vis, mettez des vis à crous et pas des vis qui rentrent directement dans le plastique parce que, en fait, à force de rouvrir et fermer à chaque fois, ça foire le plastique et vous devrez réimprimer un boîtier à nouveau chaque peut-être 3-4 ouvertures et fermetures de vis. Vous pouvez aussi utiliser les types de clapets que vous allez voir, par exemple, quand vous ouvrez votre disque dur externe. Seulement, ils ne sont pas très fiables quand on fait de l'impression 3D. Donc, du plastique moulu est beaucoup plus intègre dans sa résistance, et c'est pour cela que ça résiste un peu plus dans l'aspect clapet. Et là encore, vous allez voir qu'avec un disque dur, si vous l'ouvrez une fois de trop, ça va casser les petits clapets qui vous le permettent. Donc, moi, je dirais, mon conseil, c'est d'avoir, pour vos premiers prototypes, un vis avec un crou derrière qui vous permettra de serrer la fermeture. En même temps, par la suite, quand vous allez pouvoir faire l'industrialisation du produit, là, vous aurez la possibilité de faire des moules pour votre boîtier plastique et à ce moment-là, vous pouvez faire du clapet, vous pouvez faire du vis, comment on l'appelle, du mini-vis caché par la profondeur de l'espace trou pour permettre que ça ne soit pas visible à l'œil externe, etc. Donc, il y a pas mal d'outils pour le cacher, mais ce sont ces deux choses-là qui m'ont vraiment dérangé pas mal durant le processus où je faisais le prototype de mon boîtier. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'imprimante 3D du TechLab pour l'imprimer. Là encore, faites attention pensez à l'environnement où votre produit sera implémenté et à votre branding aussi quand vous allez choisir, par exemple, la couleur du plastique avec lequel vous allez imprimer, etc. Là encore, je réitère, n'oubliez pas que la taille est importante par rapport en fait à où est-ce que vous allez installer votre produit. Et peut-être un autre conseil, si vous avez des choses qui vont sortir en fait du boîtier plastique et que vous allez imprimer une ouverture pour que ça sorte, essayez de l'imprimer. Par exemple, je vous donne l'exemple de SOS Santé là encore. En fait, on avait la tête du branchement sur l'allume-cigare qui allait sortir du boîtier imprimé. En fait, si vous prenez le diamètre de cette partie-là qui va sortir et vous allez faire en sorte que dans l'impression 3D, vous avez en fait ce diamètre qui est respecté. En fait, si vous le faites et que c'est trop grand d'ouverture ou c'est juste un tout petit peu plus grand en ouverture par rapport à la taille du petite composante qui va sortir pour se brancher dans l'allume-cigare, en fait, it wobbles, ça bouge. Alors qu'en fait, vous pouvez toujours imprimer une sortie ou un trou plus petit que le diamètre supposé de cette composante-là, et vous pouvez le sabler par la suite, utiliser du papier vert pour enlever le surplus et vous assurer que quand vous fermez, ça se ferme exactement sur
donc le diamètre. Comme ça ne va pas trop bouger et montrer, peut-être, ça serait un petit peu improfessionnel que votre produit soit, il y ait autant de jeux dans votre produit. Et donc, voilà, notre formation arrive à sa fin. J'espère que… carrément, c'est 30 minutes à la minute. Rapetissez votre produit. Plus votre produit et votre service sont compacts, mieux c'est. Apprenez les effets des différents modules électroniques, chacun sur l'autre dans un circuit électronique pour éviter de les souder l'un trop proche de l'autre. Designez votre produit avec la compréhension que vous allez l'ouvrir souvent, là encore. Donc, l'aspect mécanisme de fermeture est très important. Pour la couleur du boîtier, commencez par les couleurs sombres, c'est mieux, avec un coup de finition de papier vert pour que ça se montre professionnel, même si ça ne va jamais être comme le moule, mais ça sera encore mieux. Et on n'est jamais prudent avec la station de soudure. Et merci beaucoup. Mehdi, je te laisse la parole parce que moi, je dois passer au coaching des startups.